Bonjour tout le monde, ici Marjorie Théodore au micro. Alors aujourd'hui, à Vivement les femmes, on donnera la parole à deux mères en détresse qui veulent sensibiliser à travers leur histoire. On leur a enlevé la garde de leurs enfants et depuis, elles sont confrontées au rouage d'un système qui ne semble pas les comprendre ni même les écouter. Autour de la table, Nadia, originaire de Côte d'Ivoire, et Cindy, vivant avec un handicap. Elles racontent leurs histoires respectives de parentalité parties en vrille. Désespérément, elles veulent attraper une main tendue qui les aidera à reformer leur noyau familial. Aussi présente, Myriam Kopri, CEO de Nunanook, service interculturel qui offre des services aux parents de la diversité. Donc, bonjour mesdames, bienvenue à Vivement les femmes. Alors, déjà, merci à Nadia et Cindy que vous avez accepté de partager votre histoire. Je sais que c'est pas facile, mais on va avoir une belle émission ensemble. Et on est bien entourés puisque on a avec nous Myriam Kopri, alors qui joue déjà dans sa mission de vie, dans son entreprise, un rôle important d'accompagnement auprès des parents de la diversité. Donc, elle va être là pour amener son expérience et certainement conseils et recommandations. Alors, je vais débuter avec Nadia. Donc, Nadia, vous avez immigré depuis 10 ans. Vous êtes maintenant canadienne. Ça fait plus de 10 ans. 10 ans, c'est ça. Vous étiez déjà infirmière en Côte d'Ivoire. Oui. Et actuellement, vous travaillez comme préposée bénéficiaire. Vous avez 3 enfants, dont 2 majeurs. Puis aujourd'hui, vous êtes là au micro pour parler de votre fils mineur qui vous a été enlevé par la Direction de la protection de la jeunesse, DPJ. Oui. Alors, j'aimerais que vous nous expliquiez comment que c'est arrivé. Je voulais dire que, au début, ils ont inventé une intervention policière. Oui. Et ils ont inventé une intervention policière et suite à cette intervention, et c'est une intervention qui a été imaginée par des intervenants de la DPJ elle-même. Et il y a des travailleurs sociaux qui faisaient partie de ce lot de personnes. Fait que, quand ils ont inventé l'intervention, après ça, ils ont fait des procès. Puis, ils m'ont retiré la garde de mon fils suite à ces interventions policières. Fait que, ils m'ont accusé qu'il y a eu un événement policier qui s'est passé et que l'événement a affecté mon fils. Alors, en réalité, il n'y a eu aucun événement policier qui s'est passé. Il n'y a aucun policier qui m'a mélotté. Il n'y a aucun policier qui m'a violenté ou sorti d'une salle. Il y a rien qui s'est passé. Fait que là, suite à cela, ils ont fait 5 procès basés sur cette intervention policière. Puis, ils ont remis la garde de mon fils au père. Et je ne sais pas s'il y a une autre chose encore, qu'ils m'ont diagnostiqué de quelqu'un qui a des problèmes de santé mentale. OK. Fait qu'ils ont fait croire au protecteur du citoyen, au commissaire aux plaintes, quand j'ai fait ma plainte. Et au début, ils avaient aussi, comme écrit dans les documents, que j'ai des problèmes de santé mentale, malgré les documents et tout. OK. Puis, la santé mentale, est-ce que ça a été diagnostiqué par un psychiatre, un expert? Non. J'ai jamais eu de problème de santé mentale. C'est suite à ce qu'eux, ils disaient qu'il y a une avocate qui m'avait référé pour dire, bon, écoute, va voir des spécialistes. Fait que j'ai été. En plus, le médecin de famille m'a remis son rapport. J'ai mon rapport médical aussi qui atteste que j'ai aucun problème de santé mentale. Ils l'ont juste utilisé comme un motif pour salir ma réputation. Puis ils ont fait croire au protecteur du citoyen, au commissaire aux plaintes, qu'il s'agit d'une mère qui a des problèmes de santé mentale et que eux, leur analyse est dûment appuyée et documentée. Alors qu'ils n'ont fait aucune analyse, ils n'ont aucun document qui appuie ce qu'ils disent. D'accord. Puis maintenant, ça fait depuis combien de temps que votre fils vous a été enlevé? Ça fait depuis 2021. Ça fait maintenant 3 ans, 5 mois. Donc, qui vit... Demain, ça va faire 3 ans, 5 mois que mon fils m'a été retiré. Et je ne sais pas si je peux ajouter. Oui, allez-y, oui. Fait qu'ils ont utilisé un autre motif. Comme ils m'ont fait passer un peu comme une mère porteuse. Le père s'est présenté avec un bout de papier écrit sur noir et blanc. Mais pas un papier légal. Il a dit que le jour que moi j'ai accouché, il a signé un document de paternité le lendemain de
la naissance de mon fils. Et le père a ajouté qu'il a donné le nom à mon fils le lendemain à sa naissance. Alors qu'il n'était pas là, il n'a signé aucun document de paternité, il n'a donné aucun nom à l'enfant. Et suite à ce bout de papier sur noir et blanc qu'il a écrit, ils l'ont transcrit dans le rapport du tribunal. Fait qu'ils l'ont confirmé et tout. Fait qu'ils lui ont donné mon enfant. Ça veut dire que depuis la naissance de l'enfant, le lendemain de la naissance, les documents ont été signés pour dire que l'enfant l'appartenait. D'accord. Puis là, votre enfant, il a vécu de la naissance. Combien de temps qu'il a vécu avec vous avant le fait qu'il a été enlevé par la DPJ? Mais mon fils a vécu de sa naissance jusqu'à son âge de 10 ans. OK, donc pendant 10 ans, votre fils était avec vous? Il était avec moi. J'ai été la seule à prendre soin de mon enfant, puisque quand j'avais 1 mois de grossesse, le père, il s'était sauvé. Il m'avait demandé de me faire avorter, puis j'ai gardé l'enfant. Okay. C'est moi qui ai présenté l'enfant au père, mais il n'a jamais été impliqué. OK. Alors, depuis ce moment-là, vous vous battez pour retrouver la garde de l'enfant. Oui, je me bats vraiment pour récupérer la garde de mon enfant parce que je suis une femme et j'ai vécu vraiment des choses qui m'ont fait de la peine, mais pour mon cœur de mère, j'ai accepté de présenter l'enfant au père. Qui était absent toute la grossesse et qui n'a jamais acheté un Tylenol pour que cet enfant puisse boire. Il n'a jamais amené l'enfant à l'hôpital. Il n'a jamais payé même la garderie de l'enfant. Il n'a jamais acheté un crayon pour instruire cet enfant. Je me suis battue toute seule et j'ai instruit mon enfant comme je l'ai fait pour mes autres enfants. Ouais. Et un matin, on m'arrive avec un papier pour me dire que suite à ce père qui a donné le nom à l'enfant et qui a signé un document de paternité, nous sommes dans un pays de droit, mon fils l'appartient. Fait que je me bats vraiment pour ça. Il y a autre chose qui m'a vraiment touchée que de la manière dont ils m'ont appelé pour m'amener à une place, comme on m'a dit, madame, amenez votre fils pour des questionnaires. Oui. Amenez votre fils, on va vous poser des questions pour répondre à des questionnaires. Fait que je me prépare pour aller au travail. Mon fils va à l'école. J'ai dit, Coco, viens avec moi, je veux t'amener. Il me dit, maman, on va où? J'ai dit, je t'amène là. Moi, je pars au travail. Après, je te dépose à l'école. Oui. Ma fille et moi et mon fils, on part ensemble tous dans la joie. On me donne une adresse, j'arrive. La madame m'appelle le 4. Elle me dit, amène l'enfant le 5 pour les questionnaires. Fait qu'on se présente à cette adresse. Ben, je vous assure que j'arrive à cette adresse, je vois que c'est un tribunal. Je connaissais pas cette adresse. Fait que je me suis dit, mais peut-être qu'il y a une salle là-dedans où on reçoit les gens. Oui. Puisque j'avais pas été avisée qu'il s'agissait d'un procès. À ma grande surprise, j'arrive là. Je vois la madame qui dit, asseyez-vous. Je m'assois, il était comme presque, on m'a dit 9h. De 9h moins 8, on arrivé à 8h quelques, jusqu'à 14h. Mon fils était fatigué, on était épuisé. Après, madame entrait. OK. Donc, ça veut dire que vous vous êtes présenté là sans savoir réellement où vous allez. Donc, pour vous, c'était une simple rencontre. Oui, c'est ça. OK. Donc, Nadia, alors on est arrivé au moment où vous arrivez là et puis finalement, c'est le procès et c'est par la suite que vous perdez votre enfant. Ben, effectivement, quand nous sommes arrivés, après ils m'ont dit aux environs des 14 heures, madame, ils ont pris mon fils, ils ont parlé avec lui. Je ne savais pas de quoi il s'agissait. Après, ils ont dit, mon fils est revenu. On m'a dit, madame, entrez. Quand je suis entrée, c'était tout un gros procès. Je vois la juge au fond assise. Je vois cette madame de la DPJ qui m'a appelée, qui est là. Le père de mon fils qui est assis, son avocat. J'avais pas d'avocat. J'étais étonnée. Je ne savais pas de quoi il s'agissait. J'avais ni reçu de convocation, ni reçu même un email. On m'a même pas avisé que c'était un procès. On m'a rien dit. D'accord. OK, je comprends. D'accord. Donc, on va s'arrêter là. On va écouter l'histoire de Cindy, puis on va revenir. Okay. Donc, on est à ce niveau-là. D'accord? Parfait. Donc, alors, Cindy, maintenant, c'est à vous. Vous êtes mère de 2 enfants. Oui. Vous vivez avec une diplégie spastique, c'est bien ça? Spastique. Spastique. Oui. Et puis, vous vous battez actuellement pour retrouver la garde de vos 2 enfants qui ont également été enlevés par la DPJ, placés en famille d'accueil. Oui. Donc, racontez-nous de votre histoire, mais un peu peut-être après de nous expliquer un petit peu la condition physique, votre condition physique. La condition physique est due à une erreur à la naissance. En fait, le médecin n'a pas fait la césarienne assez vite à ma mère parce que je suis née prématurée. OK. Puis ça a fait en sorte que j'ai manqué d'air.
et ça a causé une diplégie spastique qui est une forme légère de paralysie cérébrale. D'accord, parfait. Merci de nous en informer. Alors maintenant, expliquez-nous l'histoire, comment que L'histoire a commencé quand j'étais enceinte de 30 semaines de mon premier. À un moment donné, j'ai fait une chute dans la douche à cause du ballon de mon ventre. Puis suite à ça, je sentais plus mon fils bouger. Donc, j'étais allée à l'hôpital pour faire un monitoring. Puis dès que j'ai mis une roue dans l'hôpital, l'infirmière, c'était une jeune qui elle avait clairement des préjugés, là. Elle m'a dit ton fils c'est correct, le bébé il a pas de problème, il a pas mangé de choc, mais faut dire j'avais pas fait une chute comme ça, je m'étais mis sur les genoux puis je m'étais relevée. Okay. Mais elle me dit par contre, vous vu que vous êtes en fauteuil roulant, nous on va aviser la protection de la jeunesse. OK. À ce moment-là, j'ai jamais fait affaire avec la protection de la jeunesse, j'en ai jamais eu dans ma famille, rien. Fait que je lui dis à elle, mais est-ce que tu es au courant que la DPJ, c'est pour les enfants maltraités, vous? Je m'en vais, je continue ma grossesse, puis au moment où j'ai accouché directement, la DPJ était dans la chambre, le petit, je pense qu'il avait même pas 2 heures de vie. Ils me l'ont pas enlevé immédiatement, par contre. Ils m'ont laissé sortir avec lui, ils l'ont emmené à la maison, mais ils m'ont dit, si tu veux le garder, il faut que tu sois avec quelqu'un 24 heures sur 24. Puis non seulement qu'il faut qu'il y ait quelqu'un avec toi 24 heures sur 24, mais en plus, il faut que la personne qui est avec toi dans la maison 24 heures sur 24 te suive tout le temps. Parce qu'on veut pas que tu sois jamais seul dans aucune pièce avec ton enfant à cause de la chaise roulante, c'est un problème. Le problème aussi là-dedans, c'est que j'ai pas pu respecter la condition. J'ai été toute seule plus d'1 an avec mon fils sans qu'il s'en rende compte jamais. Quand finalement ils s'en sont rendus compte, c'était à minuit le soir, ils ont eu un doute, puis ils sont venus cogner chez moi, puis là, je pouvais pas leur dire « Ma tante est partie faire une commission » ou quelque chose, là, il était minuit. Fait qu'ils ont su que j'étais toute seule. Oui. Parce que dans le fond, ce qui était niaiseux là-dedans, c'est que j'avais le droit à 1 heure sur 24 toute seule. Fait que quand ils venaient dans le jour, si j'étais toute seule, je pouvais leur dire « Ah, ma tante est partie au dépanneur » ou « Ma tante est partie où ce que tu veux qu'elle soit, n'importe où ». Mais à minuit le soir, je pouvais pas le faire. Fait qu'ils ont découvert que j'étais toute seule. Oui. Puis c'est suite à ça, ils ont osé me confirmer qu'ils savaient que je m'en occupais bien puis que ça paraissait. Vu qu'il n'y avait jamais eu de signalement ou rien du fait que je sois toute seule. Mais étant donné qu'on avait mis une condition avec le juge puis que t'as pas respecté la condition, ben on va faire une audience pour te l'enlever. Cette audience-là, elle était 3 jours plus tard, OK? Donc, quand ils sont partis de chez nous, ils m'ont laissé seule avec le petit encore. Ils l'ont pas pris sur le coup. Ils m'ont laissé 3 jours seule avec, en attendant qu'on passe en cours. 3 jours après, là, on a passé en cours, là, ils ont décidé de le mettre chez ma tante. Puis ça fonctionnait pas, là. Le petit me cherchait beaucoup. J'avais de la misère aussi à me dire que ma tante prenait cette place-là. Donc, 1 mois après, j'ai saisi la cour en urgence en leur demandant d'aller vivre temporairement chez une amie qui pourrait m'héberger, puis comme prouver au juge que j'étais capable. Oui. Puis le juge, à ce moment-là, il me l'a accordé. Je pensais pas qu'il me l'accorderait, mais il l'a fait. Puis il m'a dit, écoute, si tu reviens dans 1 mois, puis que la personne chez qui tu t'en vas confirme que c'est vrai que t'es capable, ben on va te le redonner, puis tu retourneras chez vous, puis ça va finir là. Fait qu'à ce moment-là, j'avais un peu d'espoir. La seule chose, c'est que quand on s'est présenté en cours à l'audience avec cette personne-là, elle a effectivement confirmé que j'étais capable, puis qu'il n'y avait pas de problème, puis que chez nous, ça devait être encore mieux parce que c'était adapté. Mais la DPJ a démoli son témoignage en disant « C'est impossible, ça se peut pas, elle doit trop l'aimer, c'est son amie, fait qu'elle est pas impartiale. » Fait que là, non, nous, on veut pas qu'elle retourne chez elle. Ce que je voulais savoir, Cindy, parce que vous avez eu les enfants, mais avant d'aller vers le processus de naissance, avez-vous consulté pour savoir si vous étiez apte? Oui, ben mes garçons sont issus d'insémination artificielle. Oui, oui. Donc, j'ai tout fait les tests avant de tomber enceinte, puis j'ai été déclarée apte, pas 1, mais 2 fois. Là. Oui. OK, d'accord. Et ça, donc, alors, le premier garçon vous a été enlevé et ensuite? Ben c'est ça. Après ça,
Ils voulaient pas que je retourne chez nous du tout avec lui. Donc, ils m'ont dit, t'as 3 heures pour te trouver quelqu'un. Si tu trouves pas quelqu'un en 3 heures, on va le mettre en famille d'accueil. J'ai fait le tour de toutes les centres de femmes, de tout ce qui peut exister sur la Terre. Sauf qu'il y a rien, il n'en existe pas des centres adaptés. Fait que j'ai pas eu le choix de revenir en cours puis de dire j'ai rien trouvé. Mais ça n'empêche pas que vous le savez que je m'en occupe bien. Mais non, pour eux, ça a pas pesé dans la balance. Ils l'ont pris, ils l'ont mis en famille d'accueil. OK. Puis à ce moment-là, j'étais enceinte du 2e. Il était trop tard même pour considérer l'avortement. Donc quand j'ai accouché, ben c'est la même chose qui s'est répétée. Qui s'est répétée encore. Ouais. D'accord. Myriam Copry, donc vous êtes CEO de Nanook Service Conseil, accompagnement des parents, la diversité et tout. Ces histoires-là, est-ce que ça résonne à vos oreilles? Qu'est-ce que ça résonne? Évidemment, ça résonne à mes oreilles parce que j'ai quand même travaillé une 20aine d'années à la protection de la jeunesse. Donc, ce sont des histoires que j'ai entendues et des histoires souvent d'incompréhension, de malentendus. Et oui, ça résonne. Donc, ce sont pas des histoires exceptionnelles, c'est-à-dire c'est assez courant. Tout à fait. C'est pas exceptionnel. Oui. Nadia, je reviens vers vous. Alors là, on était arrivé au fait que vous étiez au procès finalement, et c'est ce procès-là qui va déclarer finalement que vous perdez la garde de votre fils et qu'il sera remis au père. C'est la même journée du 5 février 2021 qu'ils m'ont dit de venir répondre à des questionnaires avec mon fils. C'est la même journée là qu'ils m'ont arraché mon enfant comme ça. Mon cœur s'est déchiré. Fait que quand il y a eu pendant le procès, puis j'avais pas d'avocat, c'est eux autres qui m'ont trouvé un avocat que je connais même pas. Ils l'ont mis à côté de moi comme si il s'agissait d'un film ou bien d'un cinéma, ou bien comme si on était dans un autre monde. Fait que après cela, l'avocat s'est mis à côté de moi, il a commencé à essayer de faire ça. Je me suis dit, fait qu'il s'agit d'un procès. Là, j'ai entendu un autre avocat qui disait, qu'il a parlé avec mon fils. L'avocat qui a appelé mon fils, que l'enfant a dit qu'il est bien avec sa mère, qu'il va rester avec sa mère. Et que madame la juge, l'enfant dit qu'il est bien avec sa mère, laissez-le chez sa mère. Puis l'intervenant de la DPJ qui a dit que non, cet enfant-là, la maman a des problèmes de santé mentale, fait que cet enfant-là doit rester avec son père. Elle expliquait des choses, fait que j'étais vraiment étonnée. Fait que je me suis dit, OK. Quelque temps après, la juge a dit, j'ai entendu la juge qui m'a dit, t'as rencontré le monsieur une semaine, t'es partie chez lui, une autre semaine, t'es tombée enceinte. Fait que je me posais des questions de savoir, est-ce que la loi interdit ça? Est-ce que j'ai quelque chose que j'ai fait qui n'est pas bon? Peut-être que je suis tombée vite enceinte. Fait que je me questionnais à l'intérieur de moi. Mais je ne m'attendais pas à ce qu'ils qu'on allait m'arracher mon enfant en même temps. Oui, je comprends. Puis, à ma grande surprise, la juge a dit, on se retrouve le mardi. Pour moi, c'était une occasion pour moi d'aller en parler aux gens pour dire, voici la situation. Donc, lorsque tout ça arrive, puis la question, je la pose à vous deux, la relation avec l'intervenante, est-ce qu'il y a une relation? Est-ce que vous êtes capable de discuter avec l'intervenante au dossier? Cindy? Pour moi, aucunement. Ça a été des accusations en partant, de l'incompréhension beaucoup, de me dire, l'intervenante me disait, mais tu reconnais pas ton handicap. Là, j'ai dit, mais comment je reconnais pas mon handicap? Je la reconnais, mon handicap. Mais non, elle dit, tu reconnais pas tes limites. Oui, je les reconnais, mes limites. Je le sais, ce que je suis capable puis ce que je suis pas capable. Mais elle dit que je reconnais pas mes limites parce que je reconnais pas les limites que elle me donne. Oui, je comprends. Oui. Puis pour vous, Nadia? Moi, je suis pas quelqu'un qui est nerveuse de nature. Je suis calme. Fait que moi, la collaboration n'est pas quelque chose qui est difficile pour moi. Fait que j'essayais de collaborer avec la dame, de comprendre, même les autres travailleurs sociaux dans le dossier. J'essayais de savoir c'était quoi l'affaire, c'était quoi l'histoire, d'être douce avec elle, de les emmener pour mieux comprendre. Mais elle me donnait tout le temps des documents qui parlaient d'intervention policière avec différentes dates et elle m'amenait très souvent au tribunal et j'étais accusée. Fait que je savais plus quoi faire. Mais je partais tout le temps au rendez-vous, aux visites. Je m'humiliais comme je le pouvais. Mais ça ne fonctionnait pas, ça fonctionne. On m'accuse tout le temps d'événements policiers
Et on me dit qu'ils vont prolonger le séjour de mon fils chez le père. Fait qu'ils l'ont tout le temps prolongé comme ça. Et il y a ils ont gardé mon fils aussi en centre de réadaptation pendant 1 an. Fait que je faisais de tout mon possible, mais c'était la maltraitance. C'est comme en retour, on me paye pour ce que je n'ai pas fait. Oui, OK. Puis, à ce moment-là, qu'est-ce que vous vivez? Vous êtes... parce que il y a une non-compréhension aussi du dossier. Comment vous êtes physiquement puis mentalement lorsque vous vivez cette situation? J'ai très mal, Madame Marjorie. J'ai vraiment mal. Parce que la journée où ils ont arraché mon fils au tribunal, je suis sortie. La juge a dit, on se retrouve, comme le mardi. Ben, le lundi, on m'a dit, moi, je suis avec... Mon fils me dit, maman, ça a été long, ça va à la maison. Fait que ma fille m'attendait dans l'auto depuis 8h, 9h. Quand elle ne me voyait plus, elle est revenue pour savoir ce qui s'est passé parce que mon téléphone était fermé. Okay. À ma grande surprise, je sors, ma fille était assise avec son frère parce que maman, j'avais plus de tes nouvelles. Mais moi, je sors, il m'a dit, maman, ça a été long, ça va à la maison. J'ai dit, oui, Coco. J'ai fait 1 pas, 2 pas avec mon fils. L'intervenante de la DPJ a saisi mon fils par derrière. Ah ouais. Elle a attrapé son manteau. Il criait. Puis j'ai dit, madame, qu'est-ce qui se passe? Il ne va plus avec toi. Cet enfant appartient à son père. Fait qu'il criait, maman, ne me laisse pas. Mon cœur s'est déchiré. Ils ont pris mon enfant. Ils ont lutté mon enfant. Ils ont eu l'aide des gens de la sécurité du tribunal. Donc, parce que je sais que c'est très émotionnel, Nadia. Donc, permettez-moi de vous diriger un peu. Donc, au niveau, vous étiez en détresse? Oui, j'étais en détresse. Je me suis sentie vraiment comme trahie. Oui. C'est une trahison parce que déjà quelqu'un venait pour des questionner et puis c'est un procès. Nous sommes dans un pays de droit. Puis là, ils ont fermé mon fils. Il criait, maman, ne me laisse pas. Je l'entendais crier, maman, ne me laisse pas. Mon cœur saignait, sa soeur pleurait. Il pleurait. J'avais mal. Mon cœur, je sentais comme une déchirure à l'intérieur de moi. Puis ils m'ont dit à ma fille, on vous donne 2 minutes pour sortir d'ici. Je comprends. Cindy? Moi, quand ils sont venus chercher mon fils chez la personne qui m'hébergeait parce qu'ils ne voulaient pas que je retourne chez nous avec, ils m'ont appelé puis ils m'ont dit, écoute, là, c'est le COVID, fait qu'on pourra pas rentrer dans la maison puis faire ça doucement, là. Fait que quand on va arriver, il va falloir que tu apportes le petit sur le bord de la porte puis tout. J'ai pas dormi de la nuit avant, premièrement. Le lendemain matin, moi, je me lève, je le savais qu'il fallait que je fasse ces sacs, là. Lui, il était de bonne humeur, il pensait que ce serait une journée comme les autres, mais moi, je le savais, ce qui s'en venait. J'ai essayé de me lever puis de faire comme si c'était comme d'habitude le matin, mais c'est compliqué quand tu sais ce qui s'en vient. Puis là, à un moment donné, le téléphone sonne. Le cœur a voulu me lâcher, fait que je réponds au téléphone, puis ils m'ont dit « Ouais, on s'en vient, on va être là dans 45 minutes. » À chaque fois qu'il y avait un auto qui passait proche de la cour, là, j'avais le cœur qui voulait m'arrêter. Puis finalement, quand la madame est arrivée... c'est comme si le monde avait arrêté de tourner. Je me suis en allée vers la porte avec le petit. Je lui ai dit, est-ce que tu y vas avec la madame? Il voulait pas, il était accroché après moi. Il a crié au meurtre quand ils l'ont pris, parce qu'ils l'ont pris de force, parce qu'il voulait pas. Puis ce cri-là, je l'entends encore. Mais par après, j'ai tout de suite embarqué dans un esprit de je vais me battre. Oui, pour, déjà la combattante en vous s'est réveillée. Myriam, comment ces parents-là qui vivent là, cette déchirure lorsqu'on leur enlève leur enfant, comment ça peut se réparer, ça? Difficilement, okay? Parce que ça, c'est un traumatisme. Okay? L'intervention de la DPJ provoque un traumatisme. Déjà, même s'il n'y a pas de retrait d'enfant, rien que la présence d'une tierce personne dans la famille... au niveau cognitif, les parents sont vraiment dans un état, comme on dit, de saisissement. Donc, ils ne peuvent pas réfléchir, alors qu'on leur demande de réfléchir. Alors, quand il y a en plus le retrait des enfants, c'est l'incompréhension. Et c'est vraiment, c'est dommage et c'est très difficile parce qu'en fait, il ne faut pas oublier, le client premier de la DPJ, c'est l'enfant. Ce ne sont pas les parents. Alors, comment peut-on dialoguer? Comment peut-on s'entendre quand nous n'avons pas les mêmes intérêts? On a l'intérêt de l'enfant, mais de points de vue différents. J'entends Cindy parler de limites,
Mais en fait, c'est l'impact de ces limites sur le développement de son enfant. Oui. Est-ce qu'elle va être en mesure de le soutenir, de l'accompagner? Là, j'entends parler de santé mentale. Donc, c'est toujours, est-ce que moi, ma condition en tant que parent a un impact sur l'enfant? Si je ne reconnais pas, ben, la DPJ va vraiment devenir plus suspicieuse. Oui. La non-reconnaissance est un élément important. Mais quand on ne connaît pas, on n'a jamais eu affaire à cette institution, qu'on ne connaît pas le mode de fonctionnement, on peut rentrer dans un mode de négociation qui n'est pas adéquat. Oui, c'est ça. Et c'est ça que je dis aux parents que j'accompagne. Oui. Je vais vous soutenir, je vais traduire pour vous le langage de la DPJ. Exactement. Pour ne pas se retrouver dans des situations où on va en urgence au tribunal sans savoir que c'est une audience en urgence, qu'il faut avoir un avocat et qu'il faut se préparer. Exactement. C'est ça. Oui. Donc, c'est tout le discours, le langage, les mots, c'est très important. Mais les parents sont vraiment en état de choc. Oui. Non, j'en doute pas. C'est ce qu'on voit, cette détresse-là. Donc, on va poursuivre. Je sais qu'à votre niveau, Nadia, il y a une fratrie, donc il y a des frères et sœurs. Est-ce que ces frères et sœurs ont un lien avec leur frère qui est déjà placé chez le père? Est-ce qu'ils entretiennent un lien? Mais on le voit une fois aux 2 heures par semaine, c'est juste ça. Une fois pour 2 heures de temps. Pour 2 heures de temps par semaine. Depuis 3 ans, 5 mois, c'est ce qui se passe. Fait que, ils nous ont donné 30 minutes pour les appels par semaine. Mais il y a des moments où je sens qu'ils s'en foutent. Oui. Ils ne sont pas sensibles, ils s'en foutent. Elles font comme elles veulent. Il n'y a aucun respect. Oui. Puis l'impact sur les autres enfants, les frères et sœurs. Mais ils doutent du système du pays. Oui. Mais les autres enfants sont un peu plus vieux. Fait que déjà là, ils ont déjà l'âge adulte. Oui. Fait que, donc la confiance dans le système. Ils n'ont pas vraiment confiance au système. Ils en parlent beaucoup avec leurs amis. Ils expliquent la situation de leurs frères. Oui. Donc c'est ça. Alors l'impact est sérieuse. Oui. Vous écoutez Vivement les femmes avec Marjorie Théodore. Alors, au micro avec moi, Nadia et Cindy, deux mères en détresse qui ont perdu la garde de leur enfant, et Myriam Kopri, CEO de Nunanook, un service interculturel qui accompagne les parents de la diversité. Donc, je m'adresse à vous, Nadia et Cindy. Comment vous avez fait? Est-ce que vous avez été en dépression ou comment vous avez... Qu'est-ce qui vous a nourri pour ne pas perdre justement le cap sur l'objectif de retrouver votre enfant? Ben, premièrement, je suis une femme. Fait que de la manière dont c'est parti de ma grossesse jusqu'à mon accouchement et élever mon enfant, c'est comme l'amour d'une mère. Pour moi, l'amour d'une mère ne se donne pas lorsqu'on voit l'enfant, ça se passe à l'intérieur. Parce que c'est le fruit de mes entrailles. Il se trouve à l'intérieur de moi, il sort de moi. Fait que je ne peux pas l'abandonner. Je ne peux pas le laisser. C'est une partie de moi qui se trouve quelque part. Il faudrait que je retrouve cette partie pour que je me sente bien. Oui. Mais ce que je veux précisément, est-ce que la force qui paraît maintenant, elle a toujours été là? Elle est nourrie par quoi? C'est l'amour de mon fils qui m'encourage. Qui vous encourage? L'amour, oui, de mon fils, de mes enfants qui m'encourage parce que j'aime mes enfants, fait que je ne peux pas lâcher. Mais au début,
J'ai fait 3 mois et dans ces 3 mois, j'arrivais plus à marcher. Je n'ai pas d'handicap, mais j'arrivais pas à me tenir sur les pieds. Ah oui. C'est comme si j'avais senti quelque chose qui était sorti de moi. C'est du jour où ils ont pris mon fils quand je suis revenue à la maison. J'ai perdu l'appétit, j'ai perdu l'énergie. J'ai fait 3 mois sans travailler. Oui. Fait que les gens m'ont aidé, m'ont encouragé à boire des soupes, à attraper le mur pour marcher, attraper des affaires pour marcher, jusqu'à ce que je sois relevée et puis reprendre le travail. Donc, vraiment dans une détresse profonde, là, mais qui vous a atteint physiquement. C'était très difficile. Oui. Cindy? Moi aussi, au début, je mangeais plus, je dormais plus. Mais finalement, ça a tout de suite été aussi un peu comme elle, de dire je peux pas le laisser là, je peux pas les laisser comme ça. Puis j'ai commencé tout de suite à embarquer dans les démarches pour aller les chercher. Puis je me suis dit, si j'ai pas d'avocat, ben je vais le faire moi-même. Là, c'est rendu faire mes requêtes d'avocat toute seule, saisir la cour toute seule, puis tout ça. On parle de ça, on parle de la détresse et toute la force que ça vous prend, mais il y a aussi sûrement un impact au niveau financier. Comment vous le vivez? Parce qu'il y a des représentations au niveau des avocats et tout. Donc, Cindy... Moi, la DPJ nous a ruinés complètement. Là. Avec les frais d'avocat, oui, mais pas que ça. Moi, quand mon fils est né au début... j'étais dans mon logement adapté, puis ça me coûtait 300$ par mois. Après ça, là, ils m'ont dit, ben non, tu peux pas rester là, fait que déménage avec quelqu'un ailleurs. Là, on s'est ramassé dans une maison où c'était plus subventionné, là, 1700. Mais au départ, j'étais avec ma tante dans le logement, fait que c'était pas si pire. Après ça, là, ils me disent, ben, on veut plus que ce soit ta tante parce qu'on considère que ta tante, elle gâte trop les enfants. Donc, trouve quelqu'un d'autre. Là, ils m'ont fait rentrer mon amie. Mais mon amie, elle a pas les mêmes moyens financiers, là. Fait que là, on s'est retrouvés avec des dettes de loyer, puis des dettes d'Hydro-Québec, puis des dettes de tout, là. Donc, l'impact financier est énorme. Puis c'est lié à l'intervention de la Direction de la protection de la jeunesse, parce que si j'avais pu rester dans mon appartement ou dans une place subventionnée, déjà, ça serait pas comme ça. Puis en plus de ça, il y avait les frais d'avocat, les frais des audiences. Il y a aussi que je paye pour tous les besoins des garçons, famille d'accueil, le linge, tout. Fait que l'impact est là. Est là, oui, je comprends. Puis vous, Nadia? Ben, moi, la DPJ nous a épuisés financièrement, physiquement, moralement, sur tous les plans. C'est vraiment, je m'excuse du terme, mais c'est vraiment un adversaire. Comment dire, un peu l'aide à mourir, mais de façon physique. Donc vous êtes vraiment... Nous sommes vraiment épuisés financièrement. J'ai payé au moins 48 000$ de frais d'avocat. Ça, ce n'est rien, Madame Majoré. J'avais une nouvelle voiture. Le kilométrage de ma voiture a augmenté. Parce qu'ils avaient amené mon fils à Saint-Hyacinthe. Il faut y aller. Pendant les tempêtes, pendant l'hiver, pendant les 2 heures, là, c'est important pour moi de voir mon enfant, que mes plus vieux aussi voient les frères, que lui aussi nous voit, parce qu'il vit une détresse, il souffre. Fait qu'on l'a parcouru, on a lutté, on a tout fait, jusqu'à... Parce que c'est ça, votre fils était à l'extérieur de Montréal. Donc... Ils l'ont amené à Saint-Hyacinthe. Ils l'ont diagnostiqué de troubles de langage, encore la DPJ, ils l'ont diagnostiqué de troubles de langage, de confusion et tout, alors qu'il est né normal, il est né normal. Fait qu'ils l'ont placé dans un centre de réadaptation où il n'a jamais eu de soins. C'est là qu'il a eu des tombées, ils l'ont jamais amené à l'hôpital. Et il était malade, il n'a jamais eu de soins. J'ai les preuves et puis les documents. Mon fils a souffert des difficultés à respirer, il n'y a pas de soins. Fait que s'il l'amène à l'hôpital, le médecin des familles, on a un médecin des familles qui saura que l'enfant est malade. Fait que là, ils ont tout de suite écrit que l'enfant n'a pas de médecin des familles. Ils ont coupé sa cour. Vos histoires sont différentes, mais tellement, Myriam, vous êtes d'accord, mais tellement similaires dans le processus et puis dans l'impact aussi sur elle. Ah, tout à fait. Il faut savoir que dès qu'il y a une intervention, et surtout un placement, je parle du lorsqu'il y a le placement, c'est je dirais, entre guillemets, une double condamnation. Parce que, oui, il y a le placement, mais les parents perdent une partie des allocations familiales. Aussi? Oui. OK. Oui. Alors, ce qui fait que ils ont des frais, s'il faut des avocats, et il y a très peu d'avocats qui prennent des mandats, je dirais, privés,
non, plutôt d'aide juridique. Bref, oui. C'est très compliqué, donc il faut avoir les moyens, donc c'est une très grande charge financière. Comment se défendre? Et effectivement, si on se défend juste avec la parole sans document, face à la DPJ, c'est compliqué, c'est complexe. Alors, c'est une double peine. C'est une double peine, oui. Puis donc, l'accompagnement aussi de ces parents-là, bon, avec les services que vous offrez aussi, là, donc, c'est sûr qu'on a besoin d'avocats, mais il y a un autre accompagnement, hein, parce qu'il y a tout un support psychologique, un support même d'éducation populaire aussi à faire. Absolument. Et nous, on évite les tribunaux, justement. C'est pour ça que quand les parents, la DPJ arrive, ils nous appellent, on est capable de bien cerner c'est quoi les enjeux. Okay, et d'arriver à une entente sur mesure volontaire. Nous, on va vraiment vers la médiation. On parle aux parents de leurs droits. Ils ont le droit d'être accompagnés par la personne de leur choix. C'est sûr qu'on ne va pas prendre notre voisin qui va jeter de l'huile sur le feu. Prenons un professionnel qui va bien comprendre les enjeux, qui va comprendre le vocabulaire de la DPJ. Et c'est ce qu'on fait. Donc, on évite aux parents de se retrouver dans une situation où ils auront à débourser énormément. Et même s'il y a un avocat, mais nous discutons ensemble. Donc, on est capable d'avoir des ententes pour faciliter la collaboration. Et ça, c'est extrêmement important. Surtout quand il y a des bébés. Parce que les délais, ça va très vite. On a des parents qui peuvent être en détresse. Ça peut prendre 3 mois, 4 mois avant de sortir de la léthargie. Mais pendant 3-4 mois, la DPJ regarde et on voit que le parent ne s'est pas mobilisé pendant 3-4 mois. Ça, on documente. Donc, le parent n'a pas le droit de vivre sa détresse. Il faut qu'il soit mobilisé, qu'il soit en accord, qu'il se mette en action. C'est demander l'impossible des fois. C'est demander l'impossible. Et quand on a des bébés, notre délai d'hébergement est très court. On dit 1 an, mais moi, je dis aux parents, c'est 6 mois. Ah oui. Oui. Donc, mettez-vous en action rapidement. Nadia et Cindy, est-ce que pendant tout ce processus, est-ce que vous avez eu quand même des mains tendues, des gens qui vous ont aidé? C'est difficile de trouver de l'aide. J'ai eu des rapports de professionnels qui attestent que je suis apte à m'en occuper, puis que les limites que la DPJ voit, en fait, c'est des peurs hypothétiques. Là. Ça, j'en ai eu. Mais encore là, j'arrive au tribunal avec les rapports et la DPJ conteste les rapports de professionnels. La DPJ a même essayé de faire une plainte à l'ordre des médecins de la personne, du médecin physiatre qui a attesté de mes capacités. J'ai eu aussi de l'aide par un GoFundMe pour payer un petit peu les frais d'avocat, mais outre ça l'englobe pas tout du tout. Puis vous, Nadia? Moi, j'ai eu un peu l'aide de la Ligue des Noirs, qui avait fait plusieurs plaintes dans différents organismes et tout, mais qui n'a pas donné de suite, non? De suite, favorable. Puis moi aussi, j'ai écrit aussi à certaines personnes qui n'ont pas répondu. J'ai fait une plainte à l'Ordre des travailleurs sociaux du Québec parce que ces travailleurs sociaux-là m'ont accusé d'événements policiers et puis qui m'ont fait passer pour quelqu'un dont la police a menotté ou bien quelqu'un que la police a brutalisé. Fait que j'ai été là-bas, j'ai porté ma plainte, j'ai donné mes documents, j'ai pu avoir aussi, je me suis présentée à la Sûreté de place. J'ai pu avoir le rapport de Sûreté de Québec qui démontre qu'il n'y a jamais eu d'intervention policière me concernant. On a écrit au Collège des médecins, j'ai pu avoir le rapport du Collège des médecins qui conteste le diagnostic des intervenants de la DPJ. D'accord. J'ai pu parcourir plusieurs endroits, mais toute l'aide que j'apporte, arrivé au tribunal, c'est rejeté. Malgré la DPJ, là, je leur ai donné
toutes les preuves, tous les documents, j'ai tout donné. Et ils m'ont même fait passer pour la conjointe du père. J'ai dit, cet homme-là, ce père, depuis qu'il y avait 1 mois de grossesse, il s'est sauvé. Fait que c'est moi qui voulais juste présenter mon enfant pour que mon fils puisse connaître son père. La raison pour laquelle, pour moi, j'ai accepté d'ajouter le nom. C'était juste ça. Fait que ça s'est retourné contre moi. Mais ce n'était pas à la naissance de l'enfant, mais le lendemain que j'ai présenté l'enfant, c'était après. Okay. Malgré tout ce que je disais, ils ne me croyaient pas. Oui. Donc, pendant tout ça, ce que j'entends, c'est que vous étiez en mode survie pour justement faire en sorte que soit reprendre votre fils ou bien qu'il ne se fasse pas enlever par la DPJ. Mais est-ce que ça veut dire que c'est au fur et à mesure que vous avez appris certaines choses, que vous êtes conditionné pour vous battre? Oui. À force d'être dans le système, tu finis que tu apprends un peu comment le système fonctionne. Puis là, je suis rendue à tel point que je suis capable d'écrire des requêtes de cours toute seule. J'aurais aimé mieux ne jamais avoir ces compétences-là, mais quand t'es dedans, t'as comme pas le choix. Puis on dirait que c'est là où ça l'embarque. J'ai même déjà montré mes requêtes écrites toute seule à une avocate, puis elle m'a dit, on dirait que c'est une avocate. Oui. Ben, c'est ça, c'est toute cette force-là que vous avez pour retrouver vos enfants qui font que vous développez finalement des compétences autres. Oui. Et vous, Nadia? Moi, c'est surtout l'injustice que je vois là-dedans. Oui. Que moi, je lis beaucoup, je fouille. Je vois que j'ai cette couleur de peau, mais je suis canadienne. Oui. Je travaille dans la santé, fait que j'ai tous mes droits. Et la loi ne différencie personne. Fait que je vois que le père de mon fils, dont il s'agit, il est québécois, il est blanc. Oui. Fait que là, tout de suite, ils se sont mis tous de son côté. Fait que là, on m'accuse d'intervention policière qui n'a jamais existé. Je donne les documents. Ça ne fonctionne pas. En mes diagnostics de santé mentale, on fait ça que tout ce qu'ils font, c'est une injustice que d'abord je vois. Je me suis dit, OK, je vais me battre. OK. Puis ce que j'entends aussi, Myriam, vous pouvez intervenir, la justice est vécue différemment par les deux. Donc, vous, Nadia, vous sentez discriminée de par la couleur de votre peau, vous êtes noire, et Cindy, de par votre condition physique, vous êtes personne vivant avec un handicap. Oui, bien sûr. En fait, ce sont des personnes qui interviennent. Il y a une loi, mais chacun intervient quand même avec aussi ses principes, malheureusement. Et ce qui fait que, oui, il peut y avoir un sentiment d'injustice. Et c'est pour cette raison que, en tout cas, moi, j'espère qu'on mettra l'éthique au cœur de nos actions, au cœur de l'intervention. Qu'on le veuille ou non, on a une partie de nous, notre partie citoyenne, qui va intervenir. Si on a des préjugés, ça va ressortir. Par contre, si on a une pratique éthique et équitable, à ce moment-là, on ne peut pas appliquer la loi de la même manière, tout en protégeant les enfants. Et ça crée de l'injustice, un sentiment d'injustice pour les parents. Et je vais aussi rajouter que jusqu'à maintenant, il n'y a personne qui protège les parents. Non, c'est vrai. Personne. C'est vrai. Et quand je me suis rendu compte de ça, j'ai fait, oh mon Dieu, moi, je protège les parents, le droit des parents, parce que s'il y a des enfants, il y a des parents. Pas à tout prix, il y a quand même des règles, mais ce sont des parents. Et ça m'inquiète, parce qu'aujourd'hui, dans la nouvelle mouture de la loi, on ne parle plus de parents, mais on parle de donneurs de soins. On est passé à une autre étape. Ça veut dire qu'à partir du moment où l'enfant est quelque part et que la personne qui lui donne les soins les donne adéquatement, c'est correct. Ça, pour moi, c'est inquiétant. Oui, en effet. Parce qu'on est en train d'annihiler le rôle même du parent. Oui, tout à fait. Puis, Myriam, on s'était déjà vu dans une autre émission, on parlait un peu de vos actions et tout. Mais là, quand on parle, c'est sûr que cette émission, c'est vraiment pour... on reporte l'histoire de deux mères en détresse. Ce que j'avais aimé que la dernière fois qu'on s'était vu au micro, vous avez parlé du rôle de la DPJ qui était un rôle de protection. Donc,
dans les cas de protection, mais ce qu'on peut voir actuellement, c'est que, oui, il y a une protection, comme vous dites, est-ce que le donneur de soins est apte ou pas, mais quelque part, c'est pas dans tous les dossiers où il y a vraiment une inquiétude pour l'enfant. Donc, à ce moment-là, le parent, il se tourne vers qui? Alors, à ce moment-là, il devrait se tourner vers la première ligne. Oui. Mais le problème, ce ne sont pas forcément les parents. Ce sont les professionnels autour. Comme le disait Cindy, elle est tombée, il y a quelqu'un qui a fait un signalement. La personne n'a pas fait la distinction entre un besoin de protection et un besoin de service. Exactement, oui. Et souvent, il y a la confusion entre les deux. Donc, c'est comme si la DPJ, c'est l'urgence, là. C'est pas la première ligne. Mais souvent, on confond le besoin de service et le besoin de protection. Et aujourd'hui, on a tellement peur de faire des erreurs qu'on préfère prendre toutes les garanties, mais c'est au détriment de qui et pour qui? Est-ce que c'est pour soi en tant que professionnel ou bien c'est pour vraiment le parent et l'enfant? C'est pour ça que je parle d'enjeux éthiques. Éthique, oui, merci. Donc, Nadia et Cindy, maintenant, quel espoir vous entretenez pour retrouver un noyau familial? Donc, alors, Cindy, avez-vous espoir? Je vais toujours la garder, l'espoir. Peu importe le temps que ça prend. Puis ça, les intervenantes le savent. Moi, j'ai toujours dit, je lâcherai pas. S'il faut que j'en fasse 12 des révisions, on va en faire 12. S'il faut que j'en fasse 30, je vais en faire 30. Mais certain que je lâcherai pas. OK. Ça, c'est sûr. Oui. Puis, est-ce qu'on vous a donné comme les conditions que vous devez réunir pour le noyau familial, pour revenir avec? Pas du tout. Pour eux, ma chaise roulante est un problème et étant donné que je vais toujours être en chaise roulante, ça va toujours être un problème. Fait que faut que je me batte toute seule parce qu'avec eux, il n'y a aucune façon de collaborer avec ça. Collaborer. Donc, alors, vous devez faire affaire avec la famille d'accueil? Non, ils veulent pas me parler. Ah non? Non. OK. Non, la famille d'accueil ne veut pas me parler. Ce que je fais pour me battre, c'est les tribunaux. C'est les requêtes légales. Parce que la famille d'accueil, ils me trouvent trop présente pour mes enfants, fait qu'ils veulent pas me parler. OK. Donc, vous n'avez pas le droit de rencontrer vos enfants? J'ai le droit de rencontrer mes enfants chez moi, mais pas avec la famille d'accueil. OK. Puis combien de fois que... Une fois 4 heures. Une fois 4 heures par semaine. OK. Avant, c'était 2 fois 2 heures. Là, ils ont mis une fois 4 heures pour nous laisser le temps de faire plus d'affaires. Là. Mais ils veulent pas me parler pendant toute la famille d'accueil. Ils me trouvent trop présente. Ils trouvent que je m'investis trop. Puis ils aiment pas ça. Je comprends. Oui. Puis vous, Nadia, quel espoir que vous gardez pour retrouver votre fils? Mon espoir, c'est l'émission d'aujourd'hui. Parce que... Aussi. J'ai fait mes efforts. Oui. Je me suis battue. Oui. La Ligue, comme je dis, la Ligue a fait ses efforts. La Ligue des Noirs. La Ligue des Noirs, oui. Mais je travaille, puis je me bats vraiment. J'ai fait tout ce que je pouvais faire. Mais aujourd'hui, mon espoir, c'est vraiment cette émission. Parce que je sais qu'ici, dans notre beau pays, ici, il y a des personnes qui sont honnêtes. Il y a des personnes qui sont sensibles à ces choses, qui n'aiment pas la malhonnêteté, la méchanceté, puis qui aiment le travail bien fait, qui aiment que l'image du pays soit vraiment propre. Donc moi, je me suis dit qu'en faisant cette émission, vraiment, ça pourra m'ouvrir une porte et qu'il y a quelqu'un de bonne volonté, même des autorités pourront savoir combien de fois, moi, une femme, une mère, comment quelqu'un peut présenter un bout de papier sur noir et blanc qui dit que cet enfant, il a donné un nom et que l'enfant l'appartient. Et on lui remet l'enfant. Fait que pour moi, déjà,
c'est grave. Donc, ce que j'entends, Nadia, c'est que malgré tout, vous avez de l'espoir et vous gardez quand même une confiance dans le système, puisque vous parlez d'un beau pays, c'est un pays d'accueil, etc. Donc, vous avez quand même confiance qu'à un moment donné, le système va être pour vous? Ou? Ben, pas qu'à un moment donné, le système va être pour moi, parce que je doute un peu, je cherche le chemin de... Oui. On m'a montré le faux. Je vais au tribunal, on me rejette j'ai été en appel, ils ont rejeté mon appel, malgré mes documents et puis mes preuves que je donne. Moi aussi. Et j'ai une valise de documents, parce qu'ils ont tellement compté les histoires que j'ai été chercher. Fait que si ça ne fonctionne pas, fait que... Pour moi, cette émission-là, vraiment, c'est la bienvenue pour moi. C'est un gros espoir pour moi que les autorités et tout m'entendent, parce que j'ai une fille de 21 ans, j'ai une autre qui a 18 ans, j'ai mon plus petit qui aura bientôt 13 ans dans ce mois de juin. Fait que moi aussi, je travaille comme auxiliaire, je travaille comme préposé aux bénéficiaires dans la santé, dans le gouvernement ici. Je ne peux pas passer mon temps à souffrir comme ça, alors que je travaille, je fais tout, je m'occupe de mes enfants. Si j'ai élevé mes deux plus vieux qui ont la même couleur de peau que moi, mon plus petit, il n'a pas la même couleur de peau que moi, pourquoi on me l'arrache? Quand on m'arrachait mon plus petit, les deux autres là, mon deuxième n'était pas majeur. Il n'avait pas 18 ans, il avait 15 ans et quelques mois. Ma fille aussi n'avait pas encore 18 ans. Fait que pourquoi on me laisse avec les deux plus vieux qui ont la même couleur de peau que moi, puis celui qui a la couleur blanche, on me l'arrache. Fait que... Vous considérez, ce que j'entends, c'est que vous êtes considérée comme bonne mère, puisque vous aviez déjà élevé 2 enfants qui vont bien, je vis encore avec eux. Oui, je comprends. Est-ce qu'il y a des choses que vous auriez fait autrement? Rendu maintenant. Est-ce qu'il y a des choses qu'au début, vous auriez fait autrement, ou vous auriez été plus alerte? Est-ce que vous avez identifié certaines choses? Moi, j'ai réussi à contacter mon médecin qui a fait le rapport pour dire que j'étais apte. Quand ça faisait déjà plus d'1 an et demi que ça durait. Donc, la DPJ avait déjà son idée de fait. Avoir su, je l'aurais contacté au début, mais en même temps, je l'ai cherché. Je l'ai cherché pendant des mois, je le trouvais pas. Donc, vous auriez eu votre le document confirmant que bien avant que puis avoir su, j'aurais moins fait confiance au système aussi, parce qu'au départ, je me disais, ben non, ils vont le voir qu'ils font une erreur, ils vont le voir que... Mais non, avoir su, je me serais méfiée plus que ça en part. Oui, je comprends. C'est ça. Nadia? Ben, moi, si dès le départ, puisque je ne savais pas, tout a été fait par surprise. Oui. Fait que dès le départ, si peut-être que j'avais su que c'était une affaire de trahison et puis de m'arracher mon enfant et tout ça, peut-être que je devais chercher une émission, mais quelque chose pour en parler. Là, ils allaient s'arrêter. Parce que j'ai fait tout mon possible, j'ai tout fait, j'ai tout donné, mais rien, une personne comme moi. Puis ils se sont foutus de moi, ils m'ont même marché sur les pieds. On m'insulte devant le président de la Ligue des Noirs. On m'écrit là-dessus, on me met le doigt sur l'intervenant de la DPJ me crie après moi. Le président lui demande, mais pourquoi tu cries sur elle comme ça? C'est qu'on a été vraiment maltraités. Dès le départ, si j'avais su, je cherchais peut-être une émission, ou mieux comment faire pour que les gens puissent vraiment en parler haut et fort, et ça laisse arrêter là, parce qu'on a souffert. Et certainement chercher de l'aide, une aide peut-être beaucoup plus adéquate pour comprendre, surtout lorsque vous avez dit, vous avez été, puis c'était le tribunal, il y avait une adresse, donc peut-être que vous auriez pu avoir une aide pour une meilleure compréhension. C'est ça, fait que selon moi, je n'ai rien fait de mal, mon fils n'était pas maltraité chez moi et tout. Fait que pour moi, selon la loi, c'est pour cela que vraiment, je veux que les autorités, les gens, ils écoutent. Vous avez fait confiance? J'ai fait confiance et tout. Fait que là, je me suis dit, il faudrait que maintenant on me replace, mes enfants et moi, mes proches, et mes bien-aimés, qu'on nous replace sur le bon chemin pour nous montrer qu'il y a de bonnes personnes ici et que la loi n'a pas de choix de couleur. Parce que là, maintenant, on doute, mais moi, j'aime mon pays, je suis canadienne. Est-ce que c'est vrai que le faux existe pour vrai? Est-ce que la loi a une couleur, une préférence de couleur? Parce que là, j'entends ce que vous dites, Nadia. Myriam, alors, sur ces mots, est-ce qu'il y a des recommandations à faire
pour justement ces deux femmes-là, pour éviter Ou quand la DPJ se présente. Oui, exactement. Mais déjà, il faut savoir que la loi de la protection de la jeunesse, c'est une loi de sol. Okay? Donc, tous les enfants, dès qu'ils arrivent ici, quel que soit leur statut, ils sont soumis à cette loi-là. Oui. Okay? Ça, c'est très important. Mais ensuite, les enfants, ce sont des personnes, ce sont des personnes comme nous. Ils ont une, comment dirais-je... c'est ça, ce sont des sujets de droit. Ce sont des sujets de droit. Ouais. Donc, ce n'est pas mon enfant, c'est un sujet de droit. Et quand la DPJ arrive, c'est qu'est-ce que pour ce sujet de droit que vous désirez que je fasse. Okay? Ce n'est pas aux parents, c'est pas aux parents de prouver qu'il est parfait. Non, c'est pour cet enfant. Vous estimez ça, ok, comment je peux changer les choses et tout. Ça, c'est très important d'avoir cette posture. Parler aux médias, non. Non, ça change rien. Non. C'est un besoin, mais ça change rien. Voilà, donc il y a un endroit pour ventiler comme parent. Exactement. Pour être accompagné. Oui. On arrive à la fin. Malheureusement, c'est un sujet qui aurait nécessité plus de temps. Absolument. Mais alors, Nadia et Cindy, merci. Ça nous touche bien des gens. Et Myriam, merci aussi pour ce que vous avez amené. Donc, cet accompagnement nécessaire pour les parents. Puis, moi, je peux vous souhaiter une fin heureuse de réunification familiale. Donc, je vous le souhaite de tout cœur. Et voilà, donc vous avez enrichi le débat sur ce sujet. Donc, ceci met fin à notre émission. Merci à toute l'équipe. Mathieu Tessier à la mise en onde, Lynn Roy à la recherche, Jean-Sébastien Laliberté, chef diffusion technique. Puis ici, Marjorie Théodore qui vous donne notre rendez-vous la semaine prochaine. Merci. Merci à vous. Merci.